Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Procès verbal où nous, à TV7 allons vous faire découvrir les éléments clés du dernier conseil municipal, cette semaine celui du 19 avril. La réunion régulière a commencé par une annonce du maire de Clarence-Rockland, M. Guy Desjardins, concernant les dernières restrictions provinciales. Je vais mentionner que nos agents de réglementation cette semaine, en fin de semaine, ont donné des billets. Et puis, je sais que c'est sévère, mais il faut regarder les chiffres. On a une situation dans notre province où les chiffres montent et puis on ne peut plus se permettre de voir les chiffres qui montent de la manière qu'ils vont là. Alors, il faut prendre les grands moyens pour les grands problèmes. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a demandé, peux-tu faire enlever le billet? J'ai dit non. Il n'y a rien que je peux faire pour toi. Si tu veux faire quelque chose pour toi, tu vas aller en cours et contester ton billet. Mais nos agents de réglementation ne peuvent pas arriver et donner des billets une journée, le lendemain se faire demander par quelqu'un de canceller le billet. C'est les gros moyens pour les gros problèmes. Comme c'est là, il faut que ça l'arrête. Et puis, la seule manière, quand nos agents de réglementation donnent un billet, c'est parce qu'ils savent que ce n'est pas légal qu'est-ce qui se fait. Les gens ne veulent pas écouter, bon ben, c'est la seule façon, ils vont avoir des billets. Alors, je vous demande de laisser les agents de réglementation de faire leurs ouvrages. Tous les conseillers ont voté en faveur de la présentation de nouveaux rapports sur le logement abordable à Clarence Creek. Cette résolution avait été proposée au comité plénier il y a 2 semaines auparavant par le conseiller Mario Zant et sera probablement présentée en entièreté au Conseil le 3 mai. Pendant la partie de la réunion consacrée aux items de consentement, les conseillers ont discuté de 2 sujets qui ont fait l'objet de nombreux débats au sein de la communauté. Le conseiller Christian Simard a abordé les changements apportés au week-end de déversement gratuit, demandant à l'administration si la ville pouvait allouer plus que 140 kg gratuits. I'm going to ask the question in English because some residents that asked me this question was in English. It's for Mr. Lenhart. So since 67% of the people that go to the dump are between 0 and 220 kilograms, why aren't we putting the scale at 220 right away since it's 67% of the people? Since we don't have any data for the free weekends, that's what we have to go off with. So that's my question. Instead of 140 to be at 220. Monsieur Léonard, avez-vous une réponse pour nous? Yeah, Mr. Mayor, in response to Councillor Small's question, the reason for 140 kilograms as being the threshold or the limit, it's quite simple. Councillor Small is right that the biggest group, if you want, is between the 0 and 220 kilograms, which represents 3,712 visits. So what that means is that, or what we've tried to do is tried to make this as revenue neutral as possible. So what that means is that we are not generating more revenue and that we're not not creating deficit with this program. And so to be able to do that, the number is 140 kilograms. The threshold is 140 kilograms, but that is also the average of that group, which is the I guess the biggest users, which is between the 0 and 22 kilograms. The average weight of all of those users is 140 kilograms. So we feel that is a representative number that that represents the majority of the population that uses the service. So if we go to 220 right away, what that means is that's an increased loss of revenue. So which wouldn't make it revenue neutral. And we'd have to increase the rates to be able to support that. So it would go against what we're trying to achieve here. What would be the approximate for 220? I don't have that exact number. The approximate for 220 would, I don't have the exact number for that. I could come back with that number, but it would represent a significant loss. Like we're looking at something between $30,000 revenue loss, but I'd be able to confirm that exact number if needed.
Oh, that's okay. Thank you. Thank you. Okay. Le deuxième sujet qui a suscité beaucoup de débats était les changements dans les frais de garderie. Ce sujet était très attendu par les résidents, comme l'a montré la section des commentaires sur la vidéo de Facebook Live. De nombreux citoyens inquiets ont exprimé leur frustration face à ces changements, d'autant plus qu'ils estiment que le Conseil n'a pas tenu compte d'un grand nombre de commentaires soumis, une question qu'on va demander au Conseil très bientôt. Tous les conseillers n'étaient pas convaincus par les changements qui verront une réduction de services afin de ne pas augmenter le prix pour tout le monde, mais le projet a été adopté avec 7 votes pour et 2 contre. Merci, Monsieur le maire. J'ai juste une couple de questions avec les réductions. Est-ce que ça été pris en considération durant cette année COVID ou c'était aussi d'évaluer les années précédentes où ce qu'on a eu peut-être des chiffres qui ont été qui ont moins bougé à cause de potentiellement le service réduit à cause des options des parents qui ont pu rester à la maison. Monsieur Joubinville? Donc, comme on peut voir, M. le maire, dans le rapport, donc, on a fait une évaluation avec une catégorie de 800 enfants, puis une évaluation de clients, pardon, et une catégorie de 400 clients. Donc, les statistiques ont été prises avant la COVID, quand on considérait le chiffre de 800 clients, et pendant la COVID, quand on prenait les 400 clients. Okay. J'ai une question pour la réduction numéro 3. J'ai plusieurs questions, excusez. Ceci, c'est pour les journées d'absence, où ça l'équivaut à l'entour de 9 jours. Est-ce que ceci, c'est pris en considération aussi que si un enfant est malade, il doit aller se faire dépister ou faire un test COVID, est-ce qu'on les laisse dans le sens de remboursement jusqu'à temps qu'on a le test ou est-ce que c'est inclus dans ces jours-là ou pas? Je sais que c'était quelque chose qui était fait au début. Encore, je ne suis pas sûr que c'est encore quelque chose qui est fait, mais je veux juste faire sûr qu'on coupe dans un service comme ceci, puis on vient à la vieille méthode, puis on met notre service à risque de potentiel de les contaminer, les gens reçoivent le COVID, puis il faut qu'on ferme le service au complet. Fait qu'encore, je ne veux pas éliminer quelque chose qui aide à protéger nos employés et aussi les parents, de dire, ben ça ne va pas me coûter de l'argent, je ne l'enverrai pas à cause qu'il coule du nez, versus juste l'envoyer à cause que ça coûte de l'argent, puis ils ne veulent pas en perdre. Donc, je peux répondre, M. le maire? Oui, allez-y, M. Joubinville. Donc, non. Pendant le COVID, on a une mesure spéciale. N'importe quel enfant qui doit s'absenter suite à une demande du bureau de santé. Donc, on ne charge pas présentement. On n'a pas le droit de charger selon les règles gouvernementales. Donc, on leur crédite ces journées-là si jamais des absences dues à un test ou dues au fait qu'ils ont su une lettre du bureau de santé. Excellent. Et pour numéro 2, les clients calendriers, où on a des gens qui sont un peu à temps partiel. Juste pour clarifier ça un peu, on ne trouvait pas des gens pour jumeler, pour remplir des semaines pour qu'on ait, mettons, un enfant. Si un enfant prenait le lundi, mardi, puis on avait un autre enfant qui prenait tout le temps les mercredis, jeudi, vendredi, qui complétait qui devenait un enfant. Est-ce que ceci va être affecté? Encore juste une clarification sur ce point-là. Donc, je peux répondre, M. le maire. Allez-y, M. Joubinville. Donc, excellent. Donc, c'est exactement ça. Donc, on a eu beaucoup de difficultés. Ça fait depuis 2013 qu'on offre le service calendrier. Puis, depuis 2013 qu'on remarque que c'est vraiment... donc, dans le principe, ça se dit bien, mais quand on vient à la réalité des opérations, essayer de jumeler des familles qui prennent... Parce qu'il y a certains d'entre eux que, oui, cette semaine, c'est lundi, mardi, mais la semaine prochaine, à cause que l'horaire change, c'est rendu jeudi, vendredi. Oui, ainsi de suite. Des fois, c'est 2 jours, 3 jours. Donc, il y a plusieurs des parents qu'on voit que le jumelage est pratiquement impossible. Ce qu'on voit qui est faisable, c'est de jumeler des semaines complètes. Donc, ça, on a beaucoup moins de difficultés. Par exemple, si quelqu'un a un enfant où les parents sont divorcés, sont séparés, donc on prend l'enfant une semaine si c'est papa qui l'a, ou ainsi de suite. Mais le jumelage de calendrier, donc c'est pour ça qu'on recommande de garder ces semaines complètes-là, quand même offrir un service calendrier, mais les journées individuelles,
c'est pratiquement impossible, ça cause définitivement là, un déficit, un manque de revenus au niveau du département. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est tout, M. Cadelli. Merci. Alors, on a proposé par M. Cadelli, secondé, M. Bouchard. Il y avait M. Grimard qui avait sa main avant moi. Excusez-moi. Non, mais c'était plus pour un commentaire. Je suis désolé, je ne pensais pas qu'on allait directement au vote. Est-ce qu'il y a place à faire d'autres commentaires ou d'autres questions? Non, allez-y, M. Grimard. Je sais qu'on traverse une année extrêmement difficile pour gérer plein de choses. Là, on a plusieurs sujets. Et j'applaudis le désir de M. Jubinville qu'on puisse balancer parce que c'est un service qui doit s'autofinancer. Mais mon commentaire, puis c'est peut-être une suggestion en même temps, monsieur le maire, c'est que on est dans une situation où est-ce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi. En ce moment, il y a des chantiers de construction qui arrêtent de fonctionner. C'est une année extrêmement difficile et je prends l'exemple de la mesure numéro 2. Pour un papa ou une maman monoparentale qui doit avoir qui travaille sur des quarts de travail, etc., ben, en prenant la semaine complète, on vient de lui augmenter par enfant son budget de garderie de 200 $ par mois. C'est vraiment... Puis je sais qu'il faut essayer de balancer, puis je sais que c'est un défi, mais est-ce qu'il y a des moyens à cause de COVID, M. le maire, des ressources que vous connaissez au comté, ou est-ce qu'il y a des déficits comme ça qui sont directement causés par la pandémie, peuvent être remboursés ou subventionnés de manière quelconque? C'est juste que on fait des coupures de services et je comprends, mais là, quand on augmente dans un temps aussi difficile les frais de garde pour les parents, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on peut regarder d'une manière différente parce que ça devient très dispendieux pour les parents de gérer horaires et finances en ce moment. Quelque chose qu'il faut demander au service social. Parce que c'est eux autres, le comté qui reçoit l'argent de la province pour les garderies. Je sais qu'on a eu de l'argent comme ça, là, M. Desnoyers. Monsieur le maire, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a justement eu une annonce là, avec le budget fédéral aujourd'hui. Oui. Malheureusement, on n'a pas tous les détails, mais justement, c'était une des grandes lignes, les garderies. Oui. Donc, possiblement que dans le futur, on va voir ce financement-là qui va venir des comtés unis, parce que ça passe toujours par eux, mais ça semble être un financement additionnel qui irait aux parents, mais je n'ai pas les détails pour l'instant. OK, alors ça ne serait pas transféré, M. Desnoyers, directement au gestionnaire de services de garde? Non, ça va directement au comté et après à nous. Okay, moi, je suis d'accord avec les nombreuses mesures, mais la numéro 2, j'ai vraiment, je trouve ça extrêmement pénible d'avoir à voter là-dessus et à renchérir une personne de dire paye 200 $ de plus dans un contexte comme la COVID. Alors, c'était mon commentaire. M. Bouchard, Mme Joignal après. Écoutez, moi, je regarde aussi à l'autre réunion qu'on a les commentaires des usagers. On a eu pour 27 pages en termes du PDF. Là, il y a 27 pages de commentaires, puis il y a beaucoup de réflexions que j'ai par rapport aux modifications. C'est certain que je regarde certaines choses. Je regarde, oui, l'horaire calendrier, le partage, tout ça. Écoute, c'est possible que justement la ville, le produit que nous, on offre, c'est pas bon pour la personne, que justement cette personne-là serait mieux dans un milieu privé, dans une résidence ou quoi que ce soit, où ce qu'on peut peut-être plus facilement s'adapter ou quoi que ce soit. Fait que je suis d'accord là. Le seul endroit où je commence à avoir de la misère un peu, c'est que quand je regarde les heures en termes d'être ouvert avant, de 6 heures à place d'être ouvert à 6h30 ou de fermer à 5h30 au lieu de 6 heures, on est quand même en banlieue, on est plus loin des gens qui travaillent en ville et tout ça. Je voulais juste poser la question en termes de est-ce qu'il y aurait possibilité d'exploiter? Puis là, c'est certain, là, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Là. Mais du contexte de dire option 1, un peu comme un programme récréatif qu'on va offrir, qu'on va dire, ben si pour partir le programme, on doit au moins avoir 6 participants. Si on a 6 participants puis on sait que c'est rentable, ben là, on peut l'avoir. Puis si c'est malheureusement pas le cas, ben on mentionne aux parents, malheureusement, on ne peut pas vous l'offrir. C'est ça que c'est, on ne peut pas vous l'offrir. Et on n'est peut-être pas la garderie pour vous à ce point-là parce que nous, on ne peut pas offrir le programme si on n'a pas les participants. Ou le plan B de dire, ben on peut vous l'offrir, mais ça vient à un coût additionnel. Si vous voulez avoir le service de 6h à 6h30, parce qu'en passant, il n'y a pas beaucoup de garderies qui offrent ce programme-là de 6h à 6h30 le matin.
OK. Oui, à l'inverse aussi, de 5h30 à 6h le soir aussi. Est-ce qu'on veut charger plus cher à ce premium-là pour l'avoir aussi? Je pense que c'est peut-être des options qui seraient intéressantes d'avoir. Les coûts seraient quoi? Ce serait quoi les chiffres qu'on aurait besoin? Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait embarquer dedans? Autre que ça, on arrive au congé de Noël, ben ça pourrait être un peu dans le même principe. Si on a assez de personnes pour avoir un programme à ce niveau-là, on peut l'offrir, sinon on ne l'offre pas. Ou est-ce qu'on l'offre à un premium aussi en même temps? Fait que je veux juste... C'est certain que je ne veux pas qu'on augmente les frais pour tout le monde. C'est pour ça puis je pense que la population, il y a des choses sur Facebook, des gens n'ont pas compris qu'il n'y a pas d'augmentation. Présentement, on veut couper dans le service justement pour pas que ça coûte 57 $ par jour pour un préscolaire pour être dans une garderie qui est hallucinant. Fait que c'est pour ça qu'on regarde ces coupures-là en même temps parce qu'on ne veut pas charger à tout le monde. Fait que je ne sais pas à quel point il y a des membres du conseil qui diraient, ben c'est quoi, peut-être qu'on ne vote pas pour ça à soir, peut-être qu'on table ça puis qu'on regarde avoir d'autres options aussi en même temps. Je vois M. Grimard aussi qui est inconfortable avec une des choses aussi. Fait que je ne sais pas si on devrait peut-être prendre une petite pause, tabler ça, puis reposer les questions. Il y avait quand même 27 pages de commentaires de clients qui ne sont pas heureux avec ce qui est proposé présentement. Moi, je proposerais de tabler ça ce soir, puis de peut-être qu'on partage davantage ou qu'on regarde d'autres options aussi en même temps. M. Jubainville, avez-vous un commentaire? Donc, rapidement, ce que M. Bouchard mentionne, c'est certain que c'est intéressant. Donc, on a déjà fait, nous autres, avant d'amener nos recommandations, l'étude à ce niveau-là. Ce qui arrive quand on regarde, surtout pour les heures d'opération, c'est que le nombre d'utilisateurs est extrêmement bas. Quand on dit qu'on a 40 utilisateurs sur 400 clients, ça, c'est divisé dans 8 garderies différentes à travers la municipalité. Donc, par garderie, ça devient un nombre extrêmement petit. Donc, je peux déjà confirmer d'avance que s'il faudrait charger un premium ou un frais supplémentaire à juste ces clients-là qui utilisent Trait de Bonheur, le chiffre serait tellement élevé que je ne pense pas que ça serait vraiment, vraiment loin d'être intéressant. Donc, c'est un excellent commentaire. Je voulais juste mentionner comme quoi qu'on avait déjà étudié la possibilité de faire ça parce qu'on a analysé beaucoup ce que les autres font alentour. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a des garderies, puis je vais vous donner un exemple comme Wendover. Il y en a une à Wendover qui est similaire à la nôtre, à l'intérieur de l'école aussi. Puis même eux ouvrent des heures plus restreintes que nous, puis sont encore plus loin de la ville que nous. Donc, puis je comprends, puis on est empathique avec les parents, puis il y en a des parents qui ont besoin de ce service-là. La question ici, c'est de savoir est-ce que la municipalité a les capacités d'offrir ces services-là à ses clients. Donc, vraiment, à ce moment-là, ça devient vraiment une décision politique. Puis est-ce qu'on veut offrir ce service-là puis charger l'ensemble des clients pour une minorité? Au début de la réunion du comité plénier, le conseiller André Lalonde s'est retiré des discussions en raison d'un conflit d'intérêts car une présentation a été faite sur le centre de soins de longue durée Roger Séguin. Le centre à Clarence Creek, en raison de contraintes financières liées à la pandémie, manque plus de 11 millions de dollars pour effectuer ses rénovations. Judith Huppé a présenté un projet en détail au conseiller, soulignant l'importance du centre qui a été construit en 1975 pour la communauté locale. La demande faite au conseiller était de renoncer les frais de construction afin d'économiser de l'argent. Bien que les conseillers étaient tous en faveur d'aider à financer ce nouveau projet de soins de longue durée à Clarence Creek, qui comptera 15 lits supplémentaires, il n'était pas possible de renoncer les frais, comme l'a expliqué la cité. Moi, écoutez, le centre Roger Séguin, j'y crois sincèrement. C'est un endroit qui est merveilleux. Avec mon autre emploi au collège, on a des gens qui sont en stage là-bas. Moi, je suis prêt à le proposer en termes de les deux éléments, de l'annulation des frais de développement ainsi que l'annulation des frais de construction. Moi, je suis prêt à le seconder pour l'amener à la prochaine réunion. Autre question, commentaire? Monsieur Zant? Monsieur Cavalier? Super belle initiative, 100% d'accord. C'est important de garder ça dans notre communauté. Puis, on va tous en avoir de besoin une bonne journée. Alors, il faut vraiment y penser. Merci. Tu me regardes-tu quand tu dis ça? Non, aucun. Non. Je regardais M. Simard plutôt. Oui, M. le maire, je voulais simplement faire une note au conseil concernant les redevances d'aménagement. C'est pas pour mettre des bâtons dans les roues, je crois que c'est un super beau projet. Cependant, je voulais seulement avertir le conseil qu'on ne peut pas nécessairement faire une exception pour une seule ou un seul projet. Par contre, on a été déjà en contact là, avec notre consultant, puis il y aurait des façons de le faire. Donc, différer la charge, par exemple, jusqu'à temps qu'il y ait un changement dans l'usage du bâtiment. Mais il n'est pas possible d'annuler
la charge, mais il y aurait des façons de le faire. Donc, je propose peut-être de nous laisser là, quelques semaines pour apporter un rapport pour vous présenter exactement comment est-ce que ça peut se Pas faire. de problème, M. Denoy. Merci. Suite à une étude de circulation entreprise dans la municipalité, certaines des routes de Clarence-Rockland vont subir des changements. Lors de la réunion du 19 avril, les conseillers ont discuté des changements à apporter à la rue Notre-Dame, le rapport indiquant qu'elle doit devenir un sens unique car elle est trop étroite. Le conseiller Grimard a parlé de la frustration exprimée par 2/3 des résidents de la rue Notre-Dame concernant les changements à venir, demandant pourquoi le conseil votait sur un sujet toujours aussi débattu. En réponse, Julian Lenhart de la Cité a expliqué que la ville avait fait tout ce qu'elle devait faire pour communiquer pleinement les changements aux résidents et expliquer pourquoi elles sont nécessaires. Oui, Monsieur le maire, merci. J'aimerais peut-être adresser certains commentaires. Premièrement, par rapport à la consultation, les membres du conseil se souviendront qu'on a fait approuver une politique récemment par rapport à la consultation pour projet majeur. Et la politique, dans le fond, est basée sur la consultation qui a eu lieu pour ce projet ici. Donc, nous avons suivi exactement la politique dont les membres du conseil ont approuvé très récemment. Par rapport aux recommandations, dans le rapport, il y a un annexe B qui parle des recommandations. C'est seulement un extrait parce que le rapport est très, très, très lourd. L'analyse est très, très lourde. Mais tout ça pour dire que la recommandation, oui, il y a 4 recommandations qui ont été faites, mais les consultants précisent quelle recommandation qu'il est la préférée, si tu veux, selon les conditions. Et de celle-là, Alma, elle est considérée, mais Alma n'est pas recommandée en ce moment à cause de la difficulté d'être capable de convertir ça à sens unique en ce moment. Et pour atteindre ou pour adresser les problèmes de sécurité, la meilleure recommandation, c'est de convertir Notre-Dame en sens unique direction sud. C'est très, très, très clair. Nous avons consulté avec les résidents. Nous l'avons fait, je crois, là, une très bonne consultation. Et le résultat ne changera pas dans le sens que ces recommandations-là, ils sont faits basés sur le code de la route. On ne peut pas changer certaines recommandations ou certaines conditions ou certains critères par rapport au code de la route. Dans ce cas-ci, il y a une largeur minimum qui est requise pour être considéré un chemin, là, une rue là, à 2 sens, et la rue ne le rencontre pas. Je comprends que ça va changer l'habitude de conduite de plusieurs résidents. Par contre, quand on a une responsabilité aussi d'assurer la sécurité, quand on prend ça en considération, je crois que les habitudes qui doivent changer ne justifient pas le danger de sécurité qui est présentement en place pour ça. On a été mandaté par le conseil de faire ces analyses-là. Nous avons retenu un consultant expert en gestion de trafic. On vous a fait parvenir les résultats. Donc, on a considéré les inquiétudes qu'on a reçues des résidents. Il y en a qui étaient justifiables, il y en a plusieurs qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont justifiables, on est prêt à les considérer et à les implémenter comme d'analyser l'impact sur la vitesse et, si le besoin est là, de mettre des mesures d'atténuation de vitesse. Donc, le différé ne changera pas le résultat et les recommandations qui vont revenir, et une consultation additionnelle ne changera pas les recommandations et les recommandations du département. La dernière chose que je veux ajouter, c'est par rapport à la consultation Open House. C'est vrai qu'il y en a eu qui a été fait pour les projets, et il en aura un pour ce projet ici. Par contre, c'est une fois qu'il y a quelque chose à présenter, nous n'avons pas un design de compléter, il n'y aurait rien à présenter à ce temps-ci, mais ça ne change pas les recommandations par rapport au sens unique. J'apprécie beaucoup les commentaires de M. Lenhart, et je crois que si ces commentaires-là étaient faits lors d'un Zoom rapide, les gens seraient beaucoup mieux éclairés. Et je crois que c'est possiblement ça la communication. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dans la consultation, alors je ne peux pas parler,
Mais quand j'entends les mots de M. Leonard, ça me rassure et je crois que ça rassurerait beaucoup de résidents s'ils comprenaient qu'il y a des règles à respecter. Je ne crois pas que c'est tous les résidents qui savent ça. Alors, eux sont là depuis plusieurs années et je suis sûr que vous comprenez qu'un gros changement comme ça, ben, si ça pouvait leur être bien expliqué, peut-être que ça l'a été et je ne suis pas au courant de l'avis qui a été envoyé. Mais moi, quand j'entends ça, je comprends maintenant plus le côté infrastructure et importance. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit implanter lorsqu'on fait des changements majeurs comme ça dans les quartiers. Fait j'apprécie les commentaires de M. Leonard là-dessus. Dans le rapport, dans le fond, ce qu'on recommande, c'est d'attendre justement à la construction. Donc oui, c'est urgent dans le sens que ce n'est pas conforme. Par contre, comme le conseiller Grimard a bien expliqué, ça fait plusieurs années que ce n'est pas conforme. Donc, pour simplifier et pour raison là, de donner la chance de faire un open house et pour être capable de donner le temps aux gens là, de s'ajuster et tout, on recommande que ça soit fait en même temps que la construction. Donc, en 2022, là, ça serait prévu là, autour de ce temps-là où ça serait converti à Sens. Seriez-vous confortable avec ça, M. Grimard? Ben, moi, M. le maire, je pense que le gros point, je respecte absolument les règles et ce que M. Leonard a dit. Je crois que où est-ce qu'on accroche peut-être comme administration, comme conseil, c'est comment on communique aux résidents les choses. Je crois qu'on s'est beaucoup amélioré. J'aime le plan de communication. Mais la majorité des gens à qui j'ai parlé n'étaient pas au courant nécessairement que ça ne répondait pas aux règles du Code de la route de 2020. Alors, eux, c'est ça qu'ils trouvent difficile, c'est qu'ils ne sentent pas qu'ils ont été bien informés. Et M. Leonard, peut-être qu'ils l'ont été aussi ou qu'ils n'ont pas porté attention aux avis. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été véhiculé comme communication. Je n'ai pas vu une copie. Je pourrais dire que quand nous avons très bien communiqué avec eux, nous avons amené un avis là, à chaque résidence directement. Nous avons créé un site web où toute l'information est sur le site web, incluant l'analyse complète, les recommandations. Nous avons mis une personne contact où les gens pouvaient appeler à n'importe quel moment pendant la période de consultation pour avoir des renseignements approfondis sur tout inquiétude, dans le fond, le code de la route, la façon dont l'analyse a été faite, les recommandations. Et nous avons reçu la pétition, mais c'est la seule communication que nous avons reçue des membres ou des résidents. Communication importante, la raison pour laquelle que nous avons dit qu'il y a certaines choses qui étaient raisonnables et que nous allons considérer et continuer à analyser pour être capable de voir l'importance de ces inquiétudes-là. Mais nous n'avons pas eu autre communication que cette pétition-là, malgré nos efforts. Et c'est tout pour ce résumé du conseil municipal. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dernier épisode du procès verbal et nous vous verrons très bientôt avec un procès verbal et un résumé de ce qui se passe au prochain, le 3 mai. Je vous remercie encore une fois. Au revoir.